Bien, bonjour à tous. Merci Bonjour. d'être présent avec nous ce jour. On va attendre allez, une petite minute ou deux et puis on démarrera ce webinaire. Bien, merci d'être présents tous avec nous ce jour. Nous allons avoir 45 minutes à 50 minutes ensemble pour échanger sur la fidélisation des talents dans les métiers sous sanction. Et puis, quelques clés pour réinventer le temps de travail. S'il n'y en avait qu'une à l'issue de ce webinaire que vous retenez, eh bien, nous serons très heureux de cette réussite dans votre venue à cet événement. Avant de démarrer l'événement, quelques règles de fonctionnement. Donc, les micros sont désactivés, mais vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Il y a un chat et vous pouvez poser toutes les questions. Si nous avons du temps, nous répondrons volontiers à vos questions. Et puis, s'il y avait trop de questions, vous aurez dans tous les cas le replay et le support de la présentation qui va vous être transmis. Et donc, s'il y avait beaucoup de questions, on répondrait aux différentes questions via une FAQ que nous vous partagerions. Donc, si vous devez vous absenter pendant cette présentation, ou si l'environnement dans lequel vous êtes ne vous permettez pas d'écouter attentivement, sachez que le webinaire est enregistré et qu'un replay sera disponible à la fin. Et puis, vous avez la possibilité d'agrandir l'écran en double-cliquant au milieu. Nous allons co-animer ce webinaire et donc je vais laisser Bruno se présenter et présenter Badakan. Merci beaucoup Jérôme pour cette intro et ravi de partager cet événement avec toi. Bienvenue à tous. Alors en quelques mots, donc j'ai fondé Badakan et j'en suis le président il y a maintenant 7 ans. Et l'idée de Badakan, c'est réellement d'apporter une solution digitale, un logiciel RH dédié aux équipes terrain. Et donc s'adresse principalement, et c'est là où toute la puissance du logiciel est en jeu, lorsque des entreprises, des secteurs d'activité ont de nombreuses équipes sur le terrain, à contrario par rapport à des entreprises qui regroupent la quasi-totalité de leurs équipes dans un grand siège social, etc. Donc on va parler des secteurs d'activité tels que l'hôtellerie et la restauration, le retail, la santé, le BTP, la logistique, voilà. Et il y a comme ça une quinzaine de secteurs d'activité en France sur lesquels 80% des effectifs sont sur le terrain. Alors pourquoi on a décidé d'aller sur ce créneau? Tout simplement parce que on avait, quand on a créé Badakan, identifié que les logiciels RH traditionnels qui existaient sur la place étaient principalement consacrés justement pour des problématiques et des équipes de siège et répondaient principalement à ces enjeux-là. Et on a également identifié avec pas mal d'études que les équipes sur le terrain, donc des secteurs d'activité dont je parlais,
ont des spécificités, ont des besoins très spécifiques, RH, de management, de proximité avec leurs clients, mais de décentraliser par rapport au siège. Et donc, tous ces besoins spécifiques étaient moins bien adressés par les logiciels RH de la place. Et donc, on s'est dit qu'il y avait effectivement une opportunité de marché intéressante et la possibilité d'apporter de vraies solutions à ces entreprises. Voilà, donc Badakan, le logiciel RH des équipes terrain. Merci Bruno. Et donc, je suis Jérôme Ricard, je suis Product Marketing Manager chez Cegid. Cegid, c'est un fournisseur de solutions de gestion dans le cloud sur l'ensemble des métiers de gestion, que ce soit sur la partie finance, sur la partie retail, sur la partie expertise comptable, sur les petites et les grandes entreprises. On a effectivement une branche dédiée sur la partie paye et gestion des talents. On équipe aujourd'hui plus de 8000 entreprises dans le monde sur la paye et la gestion des talents. On a effectivement adressé depuis toujours le segment des TPE, PME, ETI et avec quelques acquisitions ces dernières années, que ce soit Metacat pour le segment des grandes entreprises en paye, que ce soit en France ou à l'international, et puis sur la partie talent avec les dernières acquisitions que sont Talentsoft et Digital Recruiter. Tout ça pour offrir une expérience repensée et accompagner au mieux l'ensemble des directions des ressources humaines sur l'ensemble des métiers. On produit 7 millions de bulletins dans le monde et donc on essaye toujours d'apporter de l'innovation autour de ces sujets. Et on a eu le plaisir ces derniers mois de travailler de manière proche avec Badakan et il nous apparaissait tout à fait naturel de devenir partenaire et d'offrir une proposition sur un certain nombre de secteurs d'activité et en particulier sur les métiers en tension pour améliorer la qualité de la rétention et de l'attractivité des talents. Notre présentation de ce matin a pour vocation de travailler sur des points clés facilement applicables qui permettent de mieux apporter de l'attractivité et de la rétention sur certains métiers. Et donc, nous allons dérouler avec vous toutes les problématiques qui sont liées d'abord au recrutement, ensuite sur la rétention, et puis peut-être, une fois qu'on a vu ces deux sujets, de voir comment on peut avoir certains axes d'amélioration des coûts autour de cette population, puisqu'on dit qu'en France, à minima, le turnover de quelqu'un qui vient d'être onboardé, qui part dans la période d'essai, ça coûte entre 25 000 et 30 000 euros à l'employeur, et que sur des métiers qui sont plus des métiers d'exec, on frôle les 100 KE autour de cette perte de talent pendant la période d'essai. Donc, concernant les problématiques liées au recrutement, je voudrais les illustrer par quelques chiffres. Alors, les chiffres qui sont à l'écran ne se veulent pas anxiogènes et je ponctuerai à la fin de ces chiffres sur effectivement il y a des perspectives intéressantes dans le futur. Le premier chiffre, c'est donc les chiffres viennent de la DARES, ils ont été publiés en janvier 2023. Le premier chiffre, c'est 350 000 emplois vacants en perspective mensuelle. Et c'est vrai que ce chiffre n'arrête pas d'augmenter parce que aujourd'hui, on a plus d'emplois proposés effectivement que d'emplois vacants. On sait que interrégion, les gens ne bougent pas beaucoup et que pour aller attirer des collaborateurs, eh bien, il faut user d'ingéniosité pour arriver à les captiver.
On voit aussi que les entreprises ont des difficultés de recrutement, et ce, dans tous les secteurs, hein, puisque les 61%, c'est l'ensemble des entreprises nationales, tous secteurs confondus, même si il y a un troisième indicateur qui montre que dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, effectivement, la croissance des difficultés de recrutement depuis 2021 et donc depuis la fin du confinement a beaucoup augmenté. Je ponctuerai ces chiffres par quand même, dans la difficulté, il y a quand même des raisons de regarder différemment. La DARES et l'INSEE, sur le mois de décembre, ont montré que la courbe s'infléchissait. Alors, c'est très lié à l'inflation et aussi au fait que pendant un certain nombre d'années, les entreprises qui étaient en difficulté subventionnées n'ont pas forcément arrêté. Donc aujourd'hui, on a plus de défaillances d'entreprises et du coup, on a plus de personnes sur le marché. Et de fait, il y a plus de vision, d'une capacité des entreprises à avoir plus de viviers de candidats et donc de mieux recruter. Il y a aussi le fait, et ça c'est toujours la DARES, qu'il y a une diminution globale des départs des entreprises et donc le turnover est moins important. Alors, par rapport à ces sujets où on a aujourd'hui des difficultés, des raisons d'espérer, mais les raisons d'espérer sont quand même à moyen long terme, on a des solutions court terme et que va vous présenter Bruno. Oui, alors effectivement, c'est sûr que le recrutement dans ce contexte est déjà un exercice compliqué en temps normal, mais alors là, effectivement, devient effectivement un vrai sujet compliqué, et tu en as effectivement clairement mis en évidence les dangers et les risques. Donc, il y a effectivement aujourd'hui de nouvelles façons de travailler, de nouvelles attentes au niveau des talents et des personnes qu'on a envie de récupérer dans nos entreprises. Et pour cela, il faut arriver à coller à leurs attentes le plus possible. Et effectivement, tu parles, tu as évoqué entre les lignes le besoin d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est un des éléments clés pour arriver à attirer des talents et à trouver des personnes qui vont vouloir nous rejoindre. Il y a la possibilité, par exemple, de mettre en place des horaires à la carte. Alors, c'est pas possible dans tous les secteurs, mais en l'occurrence dans les secteurs sous tension dont on parle aujourd'hui, et qui sont souvent d'ailleurs des secteurs dans lesquels on retrouve beaucoup d'équipes sur le terrain, donc dont on a beaucoup de clients dans ce cas-là chez Badacan, eh bien on voit que la mise en place d'horaires à la carte fonctionne pas mal. Donc en gros, in fine, c'est plus les équipes qui choisissent les horaires de travail qui leur conviennent en fonction de leur disponibilité. Le tout en essayant quand même de répondre, bien entendu, aux besoins de l'entreprise. Donc, il y a, je dirais, une discussion qui doit se mettre en place et ensuite être suivie grâce à des outils pour pouvoir réaliser, je dirais, la mise en place d'horaires à la carte. Exemple, effectivement, sur le logiciel Badacan, nos clients ont la possibilité de poster des missions sur une durée d'une semaine ou plus, et les talents vont pouvoir se positionner ou pas en fonction de leur disponibilité, en fonction de leurs envies et de leur je dirais, niveau d'appétence au travail sur la période concernée. Et donc, il va y avoir un choix qui va se mettre en place et qui est, entre guillemets, effectivement un peu à la carte. Un autre aspect fonctionne bien, c'est le travail en équipe décalée. Donc là, les heures de travail sont couvertes grâce à une rotation du personnel entre le soir, les heures de week-end et les heures de semaine en fonction des préférences, en fonction, je dirais, de la situation familiale du talent qui va lui aussi va vouloir préférer travailler plutôt le week-end que la semaine, et à contrario, d'autres préféreront évidemment des horaires plus traditionnels. Et là encore, la digitalisation, les outils actuels permettent la planification et permet d'établir des plannings qui soient complets, qui répondent aux besoins de l'entreprise, tout en proposant des horaires qui soient décalés à la norme, je dirais, pour des salariés qui le souhaiteraient, des équipes qui le souhaiteraient. Il y a encore un dernier exemple qu'on peut donner pour être, comme tu le disais Jérôme tout à l'heure, pour essayer d'être très, très pragmatique, très concret ce matin. C'est ce qu'on appelle les heures comprimées.
Et là, ça veut dire essayer de condenser sur quelques jours de la semaine les heures de travail d'un talent pour lui libérer plus de jours de congé sur chaque semaine. Alors, on a beaucoup parlé de la semaine de 4 jours de travail, pas forcément non plus la solution d'imposer une nouvelle règle aussi ferme que celle-ci, qui conviendra peut-être pas à tout le monde. En revanche, il y a beaucoup de talents qui vont préférer travailler même du lundi au mercredi avec des horaires très chargés, peut-être pas faire forcément le nombre d'heures global, mais un partiel, et effectivement, derrière, pouvoir bénéficier de 3 ou 4 jours de congé, soit des activités personnelles, soit au contraire avoir peut-être une autre activité professionnelle et varier les plaisirs. C'est effectivement, je dirais, le fait d'avoir aujourd'hui plusieurs entreprises différentes qui vous embauchent est aussi une façon d'attirer des talents parce que eh bien, on se rend compte que souvent, les bons eh bien, aiment justement varier leurs activités dans la semaine ou dans le mois. Donc, c'est effectivement une solution intéressante à mettre en place. Voilà pour donner trois exemples. Alors, évidemment, il y en aurait d'autres, mais on est un peu limité par le temps. Donc, voilà. Merci. Alors, une fois qu'on a recruté nos collaborateurs, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a un coût si les collaborateurs se sentent mal accueillis ou pensent s'être trompés au moment où ils arrivent. Donc, arriver à les conserver, c'est quelque chose de très important. On a, quel que soit le métier, des coûts de formation qui existent au moment où le collaborateur arrive pour qu'il rentre dans le fonctionnement d'une entreprise. Et donc, les challenges liés à la rétention des collaborateurs sont multiples. Il y aura pas de scoop dans ces chiffres, mais ils sont là pour poser un peu la manière dont il faut que derrière on apporte, nous, des solutions, que vous imaginiez aussi des solutions, et que ces différentes solutions trouvent une réponse commune. Je serai par trois études. La première, c'est une étude de Pêche Group et le 88%. C'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années. Les 88%, c'est des personnes qui sont ouvertes à une mobilité professionnelle, alors même qu'elles sont satisfaites de leur mission, elles sont satisfaites de leur entreprise, elles sont satisfaites de leur salaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué ces dernières années. Quand ces trois critères étaient réunis, on ne partait pas de son entreprise. On a offert une certaine flexibilité dans le monde du travail, et cette flexibilité a cassé des barrières, des freins, et donc les personnes restent à l'écoute en permanence, et donc plus de difficulté à décider de changer quand l'opportunité se présente. On a aussi dans cette étude la confirmation, mais que cet équilibre vie privée, vie professionnelle est en train de se stabiliser. On était très vie professionnelle il y a quelques années. On a entendu beaucoup d'équilibre et de pouvoir profiter de sa vie privée. Aujourd'hui, il y a une compréhension quand même que l'un et l'autre sont complémentaires. Et c'est surtout qu'il y a une stabilisation entre les collaborateurs et les entreprises qui ont trouvé un équilibre sur ce fonctionnement. Et puis donc le deuxième chiffre, c'est 96%. C'est un chiffre qui vient d'une étude Mayer Ashline de cette année. Qui démontre que dans toutes les entreprises qui ont été interrogées, l'organisation du temps de travail a eu un réel impact sur la rétention. Alors que ce soit dans les restaurants où on a vu et on voit de plus en plus que vous, si vous êtes dans ce secteur-là, ou pour ceux qui ne sont pas dans ce secteur-là, quand il y a des secteurs touristiques, les restaurants désormais ferment une journée par semaine, pour que l'ensemble des collaborateurs qui puissent avoir au moins une journée par semaine, quelle que soit la période, et même en forte période comme et août sur les métiers, sur les régions proches de la mer, ou en hiver à la montagne, ou dans les grandes métropoles.
Ensuite, on voit que les entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours à une période où il y a une forte inflation, il y a un coût de l'essence qui est important, ben ça permet aux collaborateurs de ne venir que 4 jours par semaine au lieu de 5. Et quand les collaborateurs habitent à une certaine distance du lieu de travail, il y a un effet bénéfique. Il y a un effet bénéfique aussi parce que ça fait un jour de plus, et en particulier en semaine, pour gérer une activité administrative ou familiale qui n'était pas permis. Donc toutes ces actions ont un impact réel sur la rétention et l'attractivité des collaborateurs. Et puis enfin, une étude que nous avons nous menée et qui est auprès des entreprises, c'est que 40% des DRH ont indiqué que s'ils n'avaient pas d'action forte auprès des managers, eh bien, ils voyaient clairement la différence entre avant et après des formations, avant et après des actions managériales pour la rétention des talents. Et s'il y a un vrai travail de profondeur auprès des équipes managériales, eh bien, mécaniquement, il y a une rétention forte des talents. Comment ça s'illustre? Bien, Bruno, je vais te laisser l'illustration. Ouais, alors effectivement, il y a quand même une double problématique dans ce que tu évoques, c'est les différences de population. On va avoir donc souvent donc dans les entreprises en question qui souffrent actuellement sur ces sujets, une population interne et une population externe, avec des pourcentages différents d'un cas à l'autre. Mais dans les deux situations, les solutions à apporter ne sont pas forcément les mêmes. Alors effectivement, dans tout ce qui va être population interne, tu en as déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, tous les sujets de formation, de suivi, les actions managériales fortes à mettre en place, et les modes de réflexion, alors les side projects aussi qui fonctionnent bien dans les entreprises pour pouvoir justement arriver à mobiliser les équipes internes sur des sujets clés, les sujets importants, stratégiques de la boîte, pour que les équipes se sentent effectivement impliquées réellement dans le processus de décision de la direction. C'est autant de solutions pour les équipes internes. Et puis pour les équipes externes, donc c'est-à-dire les personnes qui viennent travailler occasionnellement dans l'entreprise, alors ça peut être les saisonniers, par exemple. Là encore, un cas différent des personnes qui viennent travailler quotidiennement, mais de temps en temps, mais régulièrement dans l'entreprise. Là encore, des spécificités différentes. On va avoir d'autres solutions. C'est vrai que la population de saisonniers, par exemple, va apprécier le fait que une entreprise lui confie une saison, par exemple à la montagne l'hiver, et puis l'été à la mer, donc lorsque le groupe le permet. Et là, on va avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Alors, on a quelques clients dans ce cas qui justement retrouvent les mêmes saisonniers sur l'hiver et sur l'été, et qui vont pouvoir les fidéliser en leur apportant, je dirais, un certain confort, en se disant, ok, je sais que de toute façon, dans l'année, voire dans les 2 années qui suivent, j'ai, quoi qu'il arrive, mon job qui est à peu près garanti au sein de ce groupe. Sur la partie extra, donc la partie, je dirais, vacataire, ou personnes qui viennent travailler de manière intermittente, je dirais, dans une société, là, il va y avoir tout un autre enjeu qui va être, là encore, quand même avec le même objectif, qui est de rassurer l'équipe sur le fait qu'il va avoir du travail. Eh bien, c'est de lui fournir régulièrement des missions. Et donc, ne pas avoir la boule au ventre le matin en se réveillant, en se disant « il faut que j'aille chercher une nouvelle mission parce que la mission d'hier, c'est terminé ». Là encore, le digital l'offre. Alors, je donnais cet exemple tout à l'heure sur Badacan, la possibilité de poster des missions qui fait que les talents vont pouvoir les choisir. C'est vrai pour l'interne, c'est vrai pour l'externe. Et en particulier sur l'externe, eh bien, si on prend l'exemple de l'hôtellerie, effectivement, quand un extra se réveille le matin avec une liste de missions sur ses clients habituels grâce à son application mobile, eh bien, il va pouvoir choisir les missions qui l'intéressent et se rendre sur place avec les bonnes informations, et donc dans un confort, entre guillemets, de travail qui répondra à ses attentes et qui vont permettre à l'entreprise donc de le fidéliser. Je dirais même que, alors sans revenir en arrière, mais c'est aussi un mode de recrutement, c'est-à-dire qu'on peut passer aussi par ces étapes-là
pour identifier des talents qui vont faire quelques missions, puis derrière les passer en équipe permanente parce que il se trouve que ils ont des capacités peut-être plus managériales ou autres, et que donc on va pouvoir les faire monter en compétences au sein de l'entreprise après les avoir testés en mission d'extra. Donc c'est aussi je dirais, un effet boule de neige entre l'amélioration des solutions de recrutement et des solutions de fidélisation. Un autre aspect très concret, très important pour les équipes, c'est de pouvoir suivre le temps de travail. Alors on a souvent, d'ailleurs, je prends cet exemple-là, mais parmi d'autres, mais la badgeuse. Souvent, la badgeuse est perçue dans les entreprises, chez nos clients, comme quelque chose qui va être mal perçu justement par les équipes, comme on va un peu les fliquer, etc. C'est pas toujours le cas en réalité. En réalité, on se rend compte sur le terrain que finalement, les équipes, ça les rassure aussi de savoir qu'il y a des systèmes digitaux qui sont mis en place dans l'entreprise et qui vont leur garantir, les assurer que le temps de travail effectué dans l'entreprise sera effectivement et clairement et précisément bien rémunéré. Que le travail effectif corresponde bien effectivement à la fiche de paye à la fin du mois. Donc finalement, on a certaines solutions qui sont pas toujours bien perçues en amont, en se disant ouais, la badgeuse, etc. ou d'autres. Et puis au final, c'est quelque chose qui rassure un peu tout le monde. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple pour fidéliser cette population d'externes qu'on voit beaucoup nous chez nos clients. On va dire qu'il y a quelques, si on remonte un peu en arrière dans le temps, je ne vois pas trop bien le dater, mais les sociétés faisaient beaucoup appel à l'intérim, c'est toujours le cas, l'intérim est un gros marché, donc avec leur agence d'intérim. Certaines entreprises en sont revenues parce que justement, si ça leur donne un accès à un nombre important de personnes, c'est pas toujours des personnes qui justement se sentent liées à l'entreprise avec un affectio societatis. C'est pas des personnes qui se sentent forcément impliquées dans l'entreprise. Que lorsqu'ils vont réussir à se créer un pool, un petit vivier de talents qui soit externe, pas forcément très nombreux, mais suffisant par rapport à l'activité sur lequel on va pouvoir tourner les missions et les rotations et fidéliser ainsi ce pool, eh bien on a l'effet, je dirais, l'effet qui se coule, d'avoir à la fois à disposition des personnes prêtes à venir travailler, je dirais, dans le rush, mais également des personnes qui connaissent déjà l'entreprise, qui connaissent bien les valeurs de l'entreprise et qui vont pouvoir augmenter la satisfaction client. C'est quand même l'objectif principal. Voilà encore, je dirais, 2-3 exemples très, très concrets qui vont permettre aux salariés, aux équipes de gagner en confiance vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis des décisions stratégiques et de la vision de l'entreprise. C'est aussi la possibilité de responsabiliser les équipes et de leur permettre une prise d'initiative parfois qui soit plus importante. Et c'est aussi la possibilité de leur donner des outils qui vont leur permettre de proposer d'autres personnes, de coopter et donc d'augmenter ce fameux vivier dont on parlait, avec des personnes qui finalement viendront du vivier lui-même et qui auront donc a priori des valeurs communes. C'est donc des gains de productivité, en quelques mots. Ok, donc on va passer à la troisième partie. Je rappelle pour ceux qui sont peut-être pas arrivés au début, le support vous sera renvoyé à l'issue de cette présentation. Vous aurez la possibilité d'accéder également au replay. Si vous avez des questions, vous avez le chat à disposition, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Vous voyez qu'il y a un petit espace questions-réponses. Et puis, donc, nous allons aborder la partie optimisation des coûts. Pour l'optimisation des coûts, je vais me focaliser sur le cycle de vie d'un collaborateur en allant du recrutement jusqu'à éventuellement son départ. Quand il y a eu la déclaration sociale nominative qui a été mise en œuvre pour simplifier la vie des entreprises et réunir toutes les déclarations en une seule déclaration, il y a eu beaucoup de bruit de la part des organismes
protection publique ou de la DGFiP sur le fait que, attention, si vous faites pas la DSN correctement, il y aura des sanctions, voilà les pénalités, etc. On a aujourd'hui complètement changé le discours, à la fois les pouvoirs publics et à la fois ces organismes de protection sociale, et beaucoup aussi avec la pression des entreprises et des éditeurs qui montraient que c'était pas forcément simple de produire cette déclaration qui a changé complètement le rythme des services de paye dans les entreprises. Hein, on était sur un gros rush en fin d'année avec la DLS. On est arrivé sur quelque chose qui rythme tous les mois au 5 ou au 15 sur cette production, avec la même exigence de qualité. Et donc, une fois que toutes les entreprises, à la fois du secteur privé et du secteur public, ont basculé dans cette déclaration qui aujourd'hui réunit tous les salariés de France, eh bien, ces organismes de protection sociale ont tous lancé des audits pour analyser est-ce que la qualité des données était au rendez-vous, est-ce qu'il y avait encore des dysfonctionnements, tout le monde avait la même norme, mais est-ce que tout le monde remplissait la norme de la même manière? On s'est aperçu que on avait d'excellents résultats si on regardait les pourcentages. Si on regarde par exemple le numéro de sécurité sociale et la transmission du numéro de sécurité sociale dans cette déclaration pour l'immatriculation des salariés, eh bien on atteint un taux de 98,7%, ce qui paraît excellent. Mais il reste 1,3%, et quand on sait qu'il y a 20 millions de déclarations à peu près tous les mois, 20 millions de salariés déclarés, eh bien les 1,3%, ça représente quand même pratiquement presque 300 000 salariés qui tous les mois sont mal immatriculés et tous les mois, de fait, ne peuvent pas faire valoir leurs droits sociaux, ne peuvent pas se présenter correctement et avoir une situation claire à Pôle emploi, ne peuvent pas faire valoir leurs droits pour les allocations familiales, éventuellement ne peuvent pas faire valoir leurs droits pour la retraite. Et c'est là-dessus que les pouvoirs publics et les organismes de protection sociale ont demandé aux éditeurs et indirectement ou directement aux entreprises d'améliorer la qualité de la donnée. Et autant un salarié qui rentre et qui devient un CDI dans une société de service et qui reste quelques années, on sait qu'il n'y a pas trop de courses à déployer pour produire sa paye. Autant dans les métiers où on a beaucoup de contrats successifs, voire simultanés, et ben effectivement, le risque dans le recrutement, de ne pas avoir toutes les informations correctement, de devoir produire la paye en urgence parce que le manager n'a pas donné les informations en temps et en heure, et donc de faire des rattrapages amène à ce qu'on ait des données qui sont mal saisies et qui produisent une paye de mauvaise qualité au sens exactitude des informations, qui arrivent dans une DSN mensuelle ou événementielle de mauvaise qualité au sens donné. Et ça a un coût derrière parce que on doit reproduire, corriger, faire peut-être de la rétroactivité, mais le salarié est peut-être parti. Donc, c'est pas forcément simple de lui redonner les informations, un certificat de travail, une attestation qui vont lui permettre d'avoir ses droits correctement. Alors, c'est aussi pour ça que c'est une vraie réflexion à avoir dans l'entreprise, parce que il y a les coûts directs. On sait quand on a une direction des ressources humaines, eh bien, on doit investir dans des solutions qui font la paye, qui font le recrutement, qui font la gestion des temps, qui font le contrat de travail, qui font le suivi. Mais il y a aussi les coûts indirects. Et les coûts indirects, faut aller les chercher. C'est quels sont les leviers d'efficience qui vont permettre d'avoir une vision globale des coûts RH et de leur optimisation. Aller regarder ces coûts qu'on peut mesurer. Qu'est-ce qu'on dépense vis-à-vis de prestataires externes, qu'est-ce qu'on dépense en masse salariale au niveau de l'équipe, mais c'est aussi ce coût de pouvoir conserver un talent. S'il part pendant un période d'essai, ça a un coût. Si je dois reproduire une nouvelle paye et une nouvelle déclaration et le faire sur X mois successifs parce que j'ai mal apporté les données à mon système d'information, eh bien, c'est un coût. Il y a des chiffres qui circulent, le chiffre exact, il varie suivant chaque entreprise, mais c'est 30 euros, c'est 35 euros, c'est 40 euros selon les entreprises et les prestataires que coûte un bulletin à refaire. Et donc, on sait que la qualité de la donnée, c'est pas au moment de la production de la paye qu'on doit la voir, c'est au moment où elle arrive.
C'est au moment où on crée le contrat de travail, c'est au moment où on fait le suivi des temps, c'est au moment où le manager connaît l'arrêt de travail que ces coûts peuvent être analysés et qu'on peut apporter une optimisation stratégique de ces coûts et une amélioration continue. Les process qu'on met en place, ils ne sont pas mis en place pour une fois. Les process, ils sont mis à être en place et ils doivent être itérés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut se faire que avec les équipes en place, mais aussi avec les différents prestataires qu'on a, en particulier sur le suivi de la veille légale et réglementaire, la cadence du législateur et la créativité du législateur sont très fortes. Et donc, ces points clés sont à suivre vraiment de près et en partenariat pour pouvoir les optimiser et apporter des vraies réponses et un vrai suivi. Oui, tu as évoqué effectivement beaucoup de sujets, Jérôme, pour effectivement essayer de réduire au maximum les coûts administratifs qui sont liés à tous ces enjeux de fidélisation, de recrutement, et ce qui passe évidemment par la digitalisation. Là-dessus, tout le monde s'accorde. Il y a, là encore, je vais essayer d'être concret, des points très pratiques et qui parfois semblent être ouvrir des portes ouvertes, mais en réalité, on se rend compte finalement qu'elles ne le sont pas et que c'est finalement assez comment je dirais, très un enjeu finalement qui n'est pas toujours respecté dans les entreprises. Alors typiquement, on a besoin de mettre en place une unicité et une cohérence des processus RH. C'est très important parce que on voit souvent dans les entreprises des process qui vont se contredire les uns aux autres. On va avoir des process RH qui vont pouvoir parfois demander à des services des validations qui vont faire en sorte qu'au final, on va avoir 3 personnes qui vont devoir valider un événement, un élément, alors que typiquement, en responsabilisant un petit peu les équipes sur le terrain, eh bien, on va pouvoir leur donner la main sur cette responsabilité. Donc, standardiser, harmoniser les process RH, c'est déjà un enjeu important. Alors nous, il se trouve qu'on a cette chance, c'est que quand on installe Badacan chez un client, on doit passer nécessairement par une phase de paramétrage, bon, comme tout logiciel, qui va forcer finalement l'entreprise, eh bien parfois à revoir un petit peu ses process. Quand ils utilisent des documents papier et autres, ou email, etc., un peu traduits, pour pouvoir faire remonter des validations, et tout d'un coup, on va leur donner le logiciel dans les mains, eh bien, on va devoir revoir avec eux, repenser le process et essayer de trouver une uniformisation, ce qui va permettre, naturellement, de réduire les coûts et d'avoir une information qui soit plus cohérente. Alors, un autre aspect concret, là encore, c'est effectivement toujours le recours à des nouvelles technologies. Alors, on se rend compte aujourd'hui, typiquement, là encore, un exemple très concret qu'on voit chez nos clients, que la production de planning, donc dans l'outil, ne va pas forcément se faire sur, je dirais, une routine, une habitude hebdomadaire ou mensuelle de l'entreprise, mais plutôt basée sur des données, des datas qui viennent directement du business. Et lorsqu'on va pouvoir connecter un planning avec des éléments de caisse ou des éléments de chiffre d'affaires ou des éléments de réservation, typiquement, eh bien, on va pouvoir transmettre une information qui va, pourquoi pas, proposer la production d'un planning automatique. Alors, planning automatique qui ne sera peut-être pas forcément celui-ci, mais qui sera, je dirais, adapté en fonction je dirais, la semaine qui va s'écouler. Donc, par exemple, on a dans un hôtel un événement, un mariage ou autre qui est planifié avec 200 convives, eh bien, ce qui produit un certain chiffre d'affaires et qui va donc nécessiter la mise en place d'un planning avec maître d'hôtel, chef de rang, cuisinier, etc., avec un nombre défini. Donc, on peut effectivement, grâce à la technologie, grâce demain à l'intelligence artificielle qui va bien entendu apporter énormément de choses dans la matière, eh bien, arriver à, là encore, gagner en productivité et en efficacité sur la production des plannings. Encore, allez, un dernier exemple sur ce sujet pour réduire les coûts, ça va être tu en as un petit peu parlé déjà, donc c'est pour ça que je me permets de rebondir dessus, c'est la
je dirais, l'intégration entre la gestion des temps et des plannings avec les logiciels de paye. Alors, donc, chez Badakan, on se concentre énormément sur la production des plannings et vous plutôt sur la paye, d'où le partenariat. Et comme tu l'as dit, effectivement, la véracité d'un bulletin de paye, elle se fait au moment où on va donner les éléments variables de paye au logiciel de paye. Et donc, quand on permet une intégration, quelle qu'elle soit, en API ou en fichier plat, entre les deux logiciels, et que, évidemment, les logiciels puissent communiquer l'un avec l'autre, eh bien, on va permettre de donner une information qui soit au plus juste et qui soit la plus rapidement, je dirais, communiquée. Alors là encore, de la productivité. Nous, on a un client qui a fait une étude en interne et qui nous dit que sur ces éléments-là précisément, ils ont identifié qu'ils arrivent à gagner entre 30 et 40 minutes par mission d'extra. Donc un client dans l'hôtellerie. C'est énorme, parce que quand on pense que ce client a environ 100 000 missions d'extra sur l'ensemble du groupe au niveau national par an, c'est autant de temps gagné et de productivité sur le terrain consacré au management des équipes et au client final. Tout cela va participer inévitablement à l'amélioration de la marque employeur et donc à la réduction du turnover. C'est effectivement des éléments qui vont s'additionner et qui vont faire en sorte qu'in fine, on va pouvoir plus facilement recruter, plus facilement fidéliser et donc réduire ses coûts. Allez, un dernier petit exemple si j'ai encore une minute, mais au niveau du digital, c'est vrai que la partie onboarding, quand on donne dans la main d'un manager sur le terrain un outil qui lui permet d'onboarder rapidement un nouveau talent qui voudrait travailler dans l'entreprise sans avoir à remonter tous les process un par un du terrain jusqu'au siège, on a forcément gagné du temps et participé à la mise en place d'outils qui vont optimiser la marque employeur. Alors, tu as dit effectivement déjà beaucoup de choses et je voudrais pas plagier tes propos. J'ai peut-être quelques critères en plus. 3 minutes. Quelques critères en plus pour factualiser l'impératif de la rapidité d'exécution. La rapidité d'exécution, c'est forcément, si elle est automatisée et si elle est pilotée, l'amélioration de la qualité et la diminution des anomalies. Et donc, la rapidité d'exécution, elle se positionne sur 3 critères. D'une part, l'information doit être unique. Elle ne doit pas être redondée, ressaisie dans différents systèmes d'information. Donc, le fait qu'il y ait un flux d'informations automatisées entre différentes solutions de la direction des ressources humaines est impératif. La deuxième, c'est la rapidité d'exécution par rapport au législateur. La cadence du législateur est de plus en plus rapide, les sujets sont de plus en plus impactants et pour moi qui suis dans la paye et ressources humaines depuis un certain nombre d'années, la couleur de mes cheveux on voit qu'il y a quelques années, les entreprises s'occupaient de la veille sociale et légale et qu'aujourd'hui, pratiquement 80% des entreprises confient ça à leurs prestataires de services parce qu'elles n'ont plus la capacité à suivre cette rapidité d'exécution du législateur qui pose de nouvelles règles qui doivent être mises en place dans les systèmes d'information. Et quand ce sujet a un peu diminué aujourd'hui dans le changement des règles, mais quand on voit les changements de règles qu'il y a eu sur les réductions de cotisations sociales, c'était un vrai impact sur la trésorerie de l'entreprise et en particulier sur les contrats courts. Et puis, c'est aussi indispensable pour avoir une image de qualité. La paye, elle doit être produite, on dit souvent, elle doit être produite de manière silencieuse. Dès qu'il y a un peu de bruit autour de la paye, c'est tout de suite la direction des ressources humaines qui est en cible. Plus la paye est silencieuse, plus il y a une image de marque positive du service de paye au sein de l'entreprise et plus c'est une attractivité au niveau des talents. Alors, qu'est-ce que nous on apporte et comment on peut transformer ces défis en opportunités? Eh ben, on s'est réunis avec Badakan
pour pouvoir vous accompagner à 360 degrés. Et avant de parler de la finalité, qui est la paye à déclaration sociale, Bruno, est-ce que tu peux dire quelques mots? Quels sont les critères qui peuvent être dans notre partenariat les plus conséquents au niveau de la solution Badakan et de ce que ça apporte dans la qualité et la rapidité d'exécution? Oui, ça nous avait paru évident, effectivement, dès qu'on a commencé à parler ensemble. En fait, aujourd'hui, nous, Badakan, comme je le disais en introduction de ce webinaire, on a vraiment développé un logiciel qui regroupe les fonctionnalités essentielles nécessaires à tout ce qui va se passer dans la gestion RH, entre l'onboarding, je dirais, d'une certaine catégorie de la population qui vont pouvoir s'onboarder tout seuls sur des applications mobiles, en particulier cette population d'externes dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et qui vont venir compléter les équipes internes. Mais c'est vrai aussi pour les équipes de permanents. Mais disons que l'enjeu est un peu moins fort, parce qu'on ne recrute pas des CDI, je dirais, toutes les heures, jusqu'à un instant T avant l'édition de la fiche de paye. Et c'est là où tout le partenariat a son enjeu, c'est qu'on va donc pouvoir effectivement optimiser la gestion des plannings, la gestion des staffing, la gestion de la production administrative qui en découle, parce que tout ce qu'on a dit aujourd'hui a forcément des implications sur une démultiplication administrative. Et c'est là où le digital a toute sa force et tout son intérêt, c'est que bien qu'on va démultiplier effectivement le nombre de contrats et donc le nombre de déclarations à l'embauche et donc le nombre de soldes de tout compte, etc., le digital permet effectivement donc de l'optimiser, d'optimiser toutes ces démarches, de les réduire à un instant très rapide et donc et voire même de supprimer certaines tâches elles-mêmes et donc finalement de pouvoir se faire. Donc chez Badakan, on va pouvoir gérer toutes ces fonctionnalités, staffing, planning, gestion administrative, gestion des temps et des activités, des présences et des absences, et in fine, eh bien, faire ressortir des éléments variables de paye qui soient précis et qui soient intégrés directement dans les logiciels de paye du groupe Cegid. Et c'est là où effectivement toute la force du partenariat va jouer. Alors, on a pas mal de cas concrets actuellement ensemble chez nos clients et on se rend compte que ça fonctionne très bien et que la complémentarité des deux offres eh bien, apporte je dirais, une offre 360, une offre très complète à nos clients et qui, en général, est assez puissante. Et puis effectivement, la complémentarité, elle est. Alors, on fait de la paye depuis des années. On a développé avec ces années de l'expertise autour de tous les sujets de la direction des ressources humaines. Donc, le partenariat, il se porte sur la paye, mais avant la paye, il y a aussi sur la partie recrutement. Hein, on s'est doté de solutions qui adressent d'une part des équipes de ressources humaines, mais aussi, et ça c'est la vraie raison d'être du partenariat, parce qu'on adresse aussi sur des hôtels, sur des magasins, sur des centres de tourisme, on adresse la proximité avec le manager. Et donc, dans certaines entités, c'est le manager qui fait le recrutement. C'est le directeur d'établissement qui fait le recrutement. Et après, donc, le dossier arrive à la DRH, mais donc d'avoir des solutions de recrutement qui s'adaptent à cette proximité. Et puis, sur la paye administration du personnel et de la DSN, c'est d'avoir toutes les particularités des différents métiers qui font que les payes et les solutions de paye sont à 100% opérationnelles ou ne sont pas forcément pratiques. Nous, on sait faire les contrats courts, simultanés ou successifs. On apporte la paye à l'envers et la gestion des extras. On sait faire également toute la partie segmentation, le multi-contrat au sein d'un même bulletin sur un même mois, la rétroactivité si on a fait des erreurs. Et d'où toutes ces forces-là apportent une complémentarité sur ces contrats de travail qui sont parfois particuliers et parfois difficiles à enchaîner. Et puis effectivement, dans les prochains mois, on travaille, et Badakan et nous, sur ce que pourra encore apporter l'intelligence artificielle sur l'amélioration globale et la rapidité d'exécution.
Voilà, on en a fini de la présentation et on va pouvoir passer à l'espace questions-réponses. Je vais te laisser, Bruno, la main sur la lecture des questions parce que je n'ai pas la visibilité en présentant le support de ces questions. On a une question de Gladys qui nous dit comment les évolutions récentes dans le domaine des RH, telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle, peuvent-elles transformer votre approche de la gestion de la paye? Je pense que c'est plus une question qui t'est adressée à toi, Jérôme. Alors, effectivement, l'IA, c'est un sujet qui est pas ancien. On a commencé à en parler beaucoup à partir de janvier 2023. Donc, ça fait un an. On a effectivement vu tout de suite l'opportunité qu'on pouvait en tirer sur la partie paye, puisque le métier de la paye, c'est au moment de la production de la paye et de la DSN, et bien de vérifier de contrôler, de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Et dans ce travail-là, l'intelligence artificielle apporte énormément. D'une part parce que elle apporte la capacité de contrôler sur beaucoup de données. Et souvent, on contrôle la paye, peut-être la paye par rapport au mois précédent. On n'a pas une vision d'ensemble par rapport aux 12 derniers mois. On n'a pas toujours la capacité de contrôler rapidement en contrôle croisé la paye, la compta, les charges. Et donc, ce que va apporter l'intelligence artificielle, c'est cette capacité à pouvoir dire sur un segment de la DSN, je constate telle chose qui est différent du mois précédent. Et en fait, si je regarde la comptabilité du mois précédent, eh bien, sur tel compte, le montant a évolué de 4-5%, donc il y a forcément quelque chose de différent, qui est peut-être explicable ou pas. Donc, dans un premier temps, c'est d'analyser cette masse de données et de pouvoir sortir toutes les anomalies. Et puis, dans les mois et années qui viennent, ce sera aussi de pouvoir apporter des explications. Il y a telle anomalie parce que, et qui pourront justifier. C'est ce qu'on veut apporter pour que les équipes de paye puissent aussi se concentrer sur d'autres sujets. En particulier, on voit qu'il y a besoin dans la réponse aux collaborateurs, dans la proximité avec l'ensemble de l'entreprise, d'être plus proactif et donc d'apporter cette proactivité. Alors, on a une autre question qui est: quelles sont les tendances de l'année 2024 en matière de recrutement? La pénurie de talents rencontrée dans certains secteurs devrait-elle s'atténuer? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que oui, ça s'améliore. En tout cas, les problématiques qu'on a pu évoquer aujourd'hui sont toujours là et sont encore fortes et ne vont pas se régler à très très court terme, mais la tendance est plutôt bonne. Il y a eu quand même pas mal de réformes du droit du travail qui ont permis effectivement d'assouplir certaines règles et de simplifier à la fois les problématiques de recrutement et donc de donner plus de souplesse aussi aux entreprises dans leur gestion du personnel. Donc, on a quand même effectivement, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place sur ces 2-3 dernières années qui permettent effectivement d'aller dans le bon sens. Ça reste encore quand même très très tendu dans certains secteurs d'activité et il y a toujours une grosse problématique entre la concordance entre l'offre et la demande, une manque de transparence entre les besoins des entreprises et finalement la capacité, les forces vives qu'on peut avoir en France et qui pourraient tout à fait répondre à ces besoins et qui ne voient pas forcément les opportunités. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place qui peuvent se faire effectivement naturellement au niveau national, mais aussi au niveau des entreprises elles-mêmes. Évoquer, je pense, quelques points aujourd'hui pour essayer d'améliorer tout ça, mais ça va se faire effectivement sur des durées plutôt de moyen long terme que très court terme. Donc 2024, encore un peu tendu, en espérant que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir des meilleures perspectives sur 2025 et suivant. Voilà ce que je vois moi de mon côté. Si tu veux dire un mot, Jérôme, là-dessus.
Non, c'est aussi la tendance qu'on observe, et puis c'est ce que j'évoquais en début de meeting aussi sur les Ouais. derniers chiffres de l'INSEE et de la DARES, c'est que il y a des perspectives encourageantes pour une certaine stabilisation. Il y a eu une période où il n'y avait pas de propositions, il y a une période où il y avait trop de propositions, et ben on arrive dans une période où le marché va se stabiliser. Et on aura moins à investir dans le recrutement et peut-être plus sur la fidélisation. Voilà. C'est tout pour les questions. Ok, eh bien, avant de nous quitter, donc de rappeler et de prendre des photos, si vous voulez, de cette slide, même si on va vous partager le support de présentation. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, hein, vous avez dans le support de présentation les différents emails. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que nous puissions faire des entretiens plus privatifs et apporter des réponses par rapport aux différentes questions que vous pouvez vous poser et aux réponses que vous attendez de la part soit de Badakan, soit de Cégide. On vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir été présent avec nous. On ne sera pas sans revenir vers vous avec d'autres événements. Et donc, vous allez recevoir le support de présentation, vous allez recevoir le replay. On vous remercie beaucoup pour Merci ce passage avec nous. énormément d'avoir été présent et de nous avoir écoutés, et on espère à très bientôt.